après un mois d'absence, me revoilà. Super bizarre et gênant de filmer des vidéos après un temps d'absence assez long. Bon, voilà, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'avoir cliqué. Si vous voulez me voir un peu plus souvent ou pouvoir avoir une interaction un peu plus direct avec moi, je vous conseille de venir me suivre sur Instagram. J'essaye de poster un peu plus souvent et de faire des vidéos, enfin des photos sympas maintenant que j'ai un nouveau téléphone. Lire avec Lilia, je fais des lives, j'aime bien parler de choses qui ne concernent pas nécessairement la littérature, donc je parle de trucs de la vie en général. Et j'adore l'interaction qu'on a là-bas, donc n'hésitez pas à venir me suivre si vous voulez me voir plus souvent. Si vous voulez pas me voir plus souvent, franchement la vérité je comprends, il n'y a aucun problème. Sans plus d'interlude, je vais commencer et vous parler de ce livre-là. Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs de Brit Bennett. Alors c'est un livre qui est assez difficile à trouver, en tout cas en format papier dans les librairies, donc je pense que si vous le voulez il faudra le commander, ça c'est sûr. Mais moi ça fait un petit moment qu'il était dans ma wishlist et c'est Louise de la chaîne Serial Bookeuse qui me l'a acheté, qui me l'a offert pour Noël, j'étais super contente. Et donc en fait, comme c'est écrit sur le livre, en fait il s'agit d'un essai. Et c'est un essai donc écrit par une femme noire, et en fait ce que je savais pas c'est que ce livre-là c'est pas réellement un essai comme on pourrait retrouver par exemple dans King Kong Theory avec Virginie Despentes. Là en fait l'auteur est journaliste et elle a écrit plusieurs articles et elle a décidé de tout rassembler ces articles dans ce livre-là, et comme vous pouvez vous en douter, le thème commun c'est la race, le racisme, plus particulièrement aux États-Unis parce que l'auteur est américaine. Je peux pas dire que cet essai a été révolutionnaire, que j'ai appris des nouveaux concepts et que ça a chamboulé ma vie. C'est pas du tout le cas. En fait, elle va parler pas mal de sa propre expérience et elle va beaucoup faire référence à la pop culture. Moi j'ai bien aimé ce livre, non pas pour les concepts qu'il évoque parce qu'il rentre pas non plus dans les détails, mais justement pour les sources que l'auteur donne, notamment sources musicales, sources cinématographiques ou même littéraires, toujours en rapport avec les races et le racisme. Il y a aussi certains éléments historiques dont moi je n'avais pas connaissance avant de lire ce livre qui ont été sympas. Je sais pas si ça peut être sympa à découvrir, mais en tout cas voilà, ça m'a éduquée là-dessus. Mais en soi rien de révolutionnaire. J'ai bien aimé la réflexion qu'elle fait concernant la campagne électorale de Trump qui était Make America Great Again, je crois que c'était ça, et en fait elle a toute une réflexion sur cette idéologie du passé justement, qu'il a joué justement sur la nostalgie et le retour aux traditions, mais sauf qu'elle explique que la nostalgie que promeut Trump, c'est une nostalgie typiquement blanche puisque aucun noir n'aimerait retourner dans le passé. Voilà, donc voilà des petits trucs comme ça, des petits éléments qui sont assez sympas à lire. Maintenant c'est pas non plus le livre sur le racisme de l'année, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs, mais en tout cas en tant que complément, j'ai trouvé ça assez sympa. Alors après ça, je vais vous parler de deux livres que je n'ai plus puisque j'ai dû les rendre à la bibliothèque. Deux livres de Leila Marouane, qui est une auteure algérienne que j'ai découverte récemment pour un travail de recherche que je menais. Et donc je vous parle de La jeune fille et la mère et La fille de la Casbah, si je me trompe pas. Je vous mettrai les inserts ici. Ces deux livres dont je vais vous parler assez brièvement, j'ai pas très envie de rentrer dans les détails puisque je les ai vraiment lus dans un but universitaire, je les ai étudiés, j'ai fait des recherches là-dessus. Et en fait, un peu comme le nom l'indique, j'ai étudié le rapport mère-fille en fait dans les livres, et à une échelle un peu plus grande, j'ai étudié les différentes formes d'oppression qui se manifestent dans la société des livres. En fait, à chaque fois, ça se passe pendant ou à peine un peu après la décennie noire, donc la guerre civile qui a eu lieu dans les années 90 en Algérie, et donc on parle justement de familles algériennes et de relations entre les femmes dans cette société-là. Donc ça a été fascinant pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, sur l'oppression, donc notamment institutionnelle, interpersonnelle et intériorisée, que chacun vit à plusieurs degrés, notamment voilà, les femmes, et ça dans n'importe quelle société. Et j'ai trouvé ces livres assez pertinents. C'est difficile pour moi de dire qu'ils représentent bien les rapports entre femmes dans la société algérienne, en tout cas pendant cette période-là, puisque je suis pas assez, encore une fois, je suis pas assez éduquée sur le sujet, mais j'ai trouvé ça poignant. J'ai beaucoup aimé son écriture, c'est une écriture qui est assez incisive, assez dure. J'ai été choquée, vraiment, ces livres sont assez choquants et à chaque fois il y a un petit plot twist à la fin. Vraiment de très bonnes lectures, si vous voulez en savoir plus justement sur cette période de l'histoire d'Algérie et sur le cocon un peu privé dans lequel les femmes algériennes se trouvent, je vous invite à lire Leila Marouane. C'est une très belle écriture et encore une fois ça fait partie de notre patrimoine francophone, donc c'est toujours intéressant de le découvrir.
Donc je vous le conseille. Après ça, je suis enfin passée à la lecture de Almost Love de Louise O'Neill, qui est un livre que j'ai reçu il y a même pas 2 mois et en fait aussitôt reçu, aussitôt lu. Alors Louise O'Neill, j'ai un passé avec elle puisque j'avais lu Only Ever Yours que j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur énorme parce que ça parlait de féminisme et de patriarcat, donc voilà, elle aborde toujours des thèmes en tout cas liés aux femmes et au féminisme, et en fait dans ce livre-là, comme l'indique le titre, on va parler d'une relation. Alors c'est difficile pour moi de parler de relation toxique dans ce cas-là, puisque c'est pas vraiment une relation, vous allez comprendre pourquoi. Alors on va suivre Sarah, qui est une jeune femme institutrice, je crois qu'elle est prof d'art plastique même, dans un lycée ou dans un collège, et en fait elle va faire la rencontre de Matthew, qui est un parent d'élève. Ce monsieur est divorcé, il est nettement plus âgé qu'elle, puisque je crois qu'on a une différence d'âge de 20 ans, donc on a déjà une petite disparité à ce niveau-là, et alors qu'au début elle s'en fiche littéralement de lui, bah petit à petit, lui il va insister et elle va se retrouver de plus en plus attirée par cet homme. De là va commencer une relation assez particulière puisque voilà, ça va être une relation basée sur le sexe et elle de son côté va développer des sentiments que lui visiblement n'a pas à son égard. Lui dès le départ est assez... C'est bizarre parce que c'est assez clair, il lui dit qu'il a pas envie de se mettre avec elle, que machin, mais d'un autre côté il a des comportements qui prouvent tout le contraire et qui encouragent, on va dire, Sarah dans son amour pour lui. D'un autre côté il la traite vraiment très mal, que ce soit pendant leur rapport sexuel ou même en dehors de ça, même s'ils n'ont pas vraiment d'interaction en dehors de l'hôtel dans lequel ils se rejoignent. Et en fait Sarah va partir dans une spirale torture mentale absolument atroce. Elle va devenir jalouse, elle va constamment l'épier, elle va toujours chercher à être à son contact, toujours vouloir le satisfaire au détriment de sa propre satisfaction et de sa propre santé mentale, puisqu'elle va perdre sa santé mentale pour cet homme-là. Et oui, alors je pense qu'on peut parler de relations toxiques, même si, voilà, selon moi c'est... Encore une fois, je pense que chacun a sa définition d'une relation toxique, mais en tout cas vu l'effet que cette relation a sur le mental de Sarah, oui on peut parler de toxicité, ça c'est clair. Là où je trouve que le livre est assez intéressant, même si selon moi il y a certaines longueurs, c'est encore une fois la facilité avec laquelle on s'identifie au personnage, ou alors on identifie quelqu'un qui a vécu la même chose au personnage. Donc tout ce qui est épier le mec sur les réseaux, tout le temps checker son téléphone pour être sûr qu'on n'a pas reçu un message, vérifier voilà, le nombre de minutes qu'on met avant de répondre, voilà, ça c'est des choses qu'on banalise, que ce soit avec nos amis ou avec nous-mêmes, mais qui sont à long terme assez toxiques et qui peuvent vraiment impacter la confiance en soi. Et ce livre montre aussi, et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur, entre guillemets, à quel point on banalise des comportements qui sont tout sauf normaux, tout sauf respectueux. Voilà, de la part de nos partenaires, peu importe le sexe, ça ne concerne pas uniquement les hommes, donc vraiment peu importe, des comportements qui, encore une fois, nous emmènent dans une sorte de spirale extrêmement néfaste pour notre santé mentale. J'ai bien aimé cet aspect-là, c'est vrai que ça m'a amené aussi à revoir certains comportements que je pouvais avoir, que d'autres pouvaient avoir, ou que même mes amis pouvaient avoir dans certaines relations, et voilà, et à me dire que c'est vrai que c'est pas normal d'agir comme ça, c'est pas normal de cautionner certaines actions et certaines paroles. Louise O'Neill a vraiment le don de faire ouvrir les yeux à ses lecteurs et à leur faire prendre conscience de certaines situations qu'ils vivent au quotidien, et de leur faire vraiment prendre du recul par rapport à ça. Donc j'ai trouvé ça bien, c'est pas son meilleur livre, vraiment ne commencez pas par ce livre-là. Je pense que si vous vivez actuellement ou si vous avez vécu une relation toxique, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ce livre peut vous faire du bien et aussi vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas la seule ou le seul dans cette situation et qu'il y a des signes aussi qui vous permettront d'y mettre un terme avant que ça affecte votre, encore une fois, votre santé mentale. Donc voilà, je le conseille, oui et non. Ne le lisez pas si c'est votre premier Louise O'Neill, mais si vous en avez besoin, je pense que ce livre peut être assez salvateur, on va dire. Et je vais terminer cette vidéo avec une dystopie young adulte qui était aussi dans ma wishlist depuis un petit moment. Il s'agit de Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey, et de Niels Johnson Shelton aux éditions J'ai lu.
C'est un livre qui est paru il y a un petit moment, il avait fait un tollé parce qu'il y avait eu énormément de budget marketing pour ce livre-là lorsqu'il est sorti. Il y avait une sorte de chasse au trésor qui avait été organisée pour les lecteurs. Le gagnant remportait une somme d'argent, donc bref, pour vous dire de quoi il s'agit, c'est vrai qu'on marche un peu sur les plates-bandes de Hunger Games, puisqu'on va également ici retrouver, alors pas une arène, mais en tout cas un jeu qui n'a pas de limite géographique, mais dans lequel 12 adolescents entre 16 et 22 ans s'affrontent à la mort pour pouvoir remporter le jeu, quoi, le endgame. Voilà, le nom du jeu c'est endgame et ce qui est à la clé ici c'est le sort de l'humanité. On retrouve certains codes, après voilà, il s'agit d'une dystopie young adulte, bon, Divergente, Hunger Games, on connaît les bails. J'ai trouvé ça assez bien écrit, je l'ai lu en français, c'est vrai que c'est très rare que je lise des livres en français lorsqu'ils ont été écrits en anglais. Là, sachez que ça ne m'a pas du tout dérangé, j'ai trouvé que la traduction était assez bonne, même si à certains endroits, bon, ça aurait pu être meilleur. C'est un très gros livre, je l'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec Marion de la page Instagram Marion Reading Books. Je vous encourage à aller voir sa page Instagram, elle est grave belle. Et c'est vrai que toutes les deux on a adoré ce livre, mais on a mis du temps à le finir. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité du livre. J'ai trouvé ça très divertissant. J'avais un peu peur justement qu'on soit un peu trop dans le côté lisse du young adulte, mais alors pas du tout de la violence, du sexe, vous en aurez dans ce livre. Ça m'a d'ailleurs très surprise, mais de manière assez positive. Et la narration est assez originale puisque à chaque fois on change de perspective et on explore les pensées d'un joueur différent. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs et qu'au début c'est un peu déroutant, mais on s'y fait. Et puis de toute façon il y a des joueurs qui vont ressortir plus que d'autres et on s'attache à des personnalités plus que d'autres. Donc voilà, très très sympa, je pense que je lirai le 2, peut-être pas tout de suite. Si vous avez lu la suite de cette saga, surtout n'hésitez pas à me dire comment c'est. Apparemment le 2 est un peu moins bon, ça m'étonne pas, c'est généralement le cas pour un tome 2. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai trouvé ça très sympa, j'avais besoin d'un truc justement qui me change un petit peu les idées, et ça a été le cas pour celui-là, clairement foncez. Et voilà, j'ai terminé avec ce bilan lecture, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire, etc. Surtout pour Endgame, pour la saga Endgame, parce que clairement je vais le lire et j'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie de perdre mon temps, parce que déjà que celui-là il m'a pris un mois, flemme de remettre un autre mois pour lire le 2 qui sera nul, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, et sur ce, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.